Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Astronome. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment est-ce que la Lune s'est formée. Là, vous allez me dire, oui, on sait tous comment la Lune s'est formée, ça c'est la Terre, ça c'est un planétoïde, ça fait boum, et ça fait la Lune. Choqué déçu, petit astronome, je me désabonne. Sauf que non. La Lune est le satellite naturel de la Terre. Elle tourne autour de notre planète à une distance moyenne de 384 400 km. Je dis le mot moyenne parce que la distance Terre-Lune varie constamment. En effet, parfois la Lune se rapproche, parfois la Lune s'éloigne. La question que l'homme s'est posée depuis des millénaires est comment est-ce qu'elle s'est retrouvée là ? Et cette question a été de plus en plus débattue après qu'on ait découvert que la Lune est ronde, qu'elle tourne autour de la Terre et que la Terre tourne autour du Soleil. Donc techniquement, la Lune tourne elle aussi autour du Soleil. Sauf que bon, c'est très compliqué de connaître l'origine précise de la Lune si on n'est pas capable de connaître précisément son passé. On a forcément cette idée d'une naissance très calibrée, celui de l'impact entre la Terre et un autre corps céleste, lors de la formation du système solaire. Les deux corps font boum, et après les restes éjectés dans l'espace s'agglomèrent pour former la Lune. Le problème, c'est que, en fait, ça n'est pas tout à fait correct. Parce qu'on a oublié de préciser une chose très importante. On ne sait à l'heure actuelle toujours pas comment est-ce que la Lune s'est véritablement formée. Et comme nous n'avons pas de moyens de voyager dans le passé à 4,5 milliards d'années en arrière, on se base avant tout sur des hypothèses, et pas sur des certitudes scientifiques. Avant toute chose, il faut savoir que la Lune est très grosse par rapport à la Terre. C'est l'un des satellites planétaires les plus gros par rapport à sa planète d'origine. Alors attention, je ne dis pas que la Lune est le plus gros des satellites. Je dis que c'est l'un des plus gros en proportion de taille. Par exemple, si on prend Ganymède, le plus gros satellite planétaire de tout le système solaire, il est encore plus gros que notre Lune à nous. Pourtant, cette Lune paraît ridicule par rapport à sa planète, Jupiter. En ce qui nous concerne, la Lune est 4 fois moins grosse que celle de la Terre. On a donc un rapport d'environ 25%. Pour rappel, il y a des satellites planétaires plus gros que la Lune qui n'arrivent même pas à avoir un rapport de 10% avec leur planète. Une autre chose à savoir est que la Lune est très loin de la Terre. On a certaines images, notamment dans les bouquins scolaires, où on représente la Terre et la Lune assez proches l'une de l'autre. Et à force de voir ce genre d'image, ou ce genre de schéma, on finit par se persuader que la réalité est comme ça. Sauf que non, la Lune se trouve à 384 000 km en moyenne. Si la Terre était une balle de tennis, alors la Lune serait une balle de ping-pong qui se trouverait à plus d'1 mètre. Maintenant, passons aux différentes hypothèses. L'une des premières tangibles fut la capture de la Lune par la Terre. En gros, la Lune se balade tranquillement dans l'espace jusqu'à ce qu'elle croise l'attraction gravitationnelle de la Terre. À ce moment-là, cette dernière la bloque pour que la Lune tourne autour d'elle. Cette hypothèse est assez peu crédible en temps normal parce que, vu la taille de la Lune, à ce stade, l'impact entre les deux corps serait inéluctable. Donc bon, la capture gravitationnelle, ça marche pas vraiment. Pour chercher des hypothèses plus crédibles, le mieux serait directement d'aller voir, non ? Les missions lunaires Apollo habitées, donc Apollo 11, 12, 14, 15, 16 et 17, entre juillet 1969 et décembre 1972, ont rapporté des centaines et des centaines de roches lunaires. La surface de notre satellite est assez homogène, elle est principalement composée de roches et de régolithes. La régolithe est une sorte de sable fin qui ressemble d'ailleurs beaucoup plus à de la poussière de lave qu'autre chose. En ramenant les roches lunaires sur le plancher des vaches, les scientifiques ont découvert que la composition chimique de ces roches était, sur de nombreux aspects, très similaire aux roches les plus anciennes découvertes sur Terre. Bon, en même temps, c'est pas difficile de constater ça vu que dans le système solaire, il y a beaucoup de choses similaires, forcément. Mais là, c'est quand même un cran au-dessus. Elles ne sont pas identiques, mais elles partagent beaucoup de points communs. On serait donc en droit de dire que la Lune est une partie de la Terre qui aurait été éjectée dans l'espace. Et dans l'espace, en orbite autour de notre planète, ces objets se seraient agglomérés pour former un satellite, la Lune. Les missions Apollo ont aussi su démontrer que la Lune possède une masse volumique plus faible que celle de la Terre. Elle contient moins de fer et elle est moins dense. Vous allez voir, ça aura son importance dans la suite.
Cependant, on ne tire pas ses conclusions de son chapeau ou de nulle part. Il faut des hypothèses pour essayer d'expliquer ce phénomène. La première grosse hypothèse voudrait que la Lune se soit formée avec la Terre au même moment lors de la formation du système solaire. À l'époque, le système solaire n'était qu'un gigantesque disque d'accrétion composé de roches et de glace, un peu comme les anneaux de Saturne, mais en beaucoup plus grand. La Lune se serait alors formée en agglomérant des roches en orbite autour de la Terre, pour ensuite orbiter autour d'elle. Le fait est qu'on estime aujourd'hui que les roches lunaires les plus vieilles auraient 100 millions d'années d'âge de moins que les roches les plus anciennes sur Terre. Donc ça colle pas trop. En 100 millions d'années, il se passe beaucoup de choses, et la Terre aurait déjà réussi à s'agglomérer pour former une planète intègre et complète. La seconde grosse hypothèse est celui de la rotation terrestre. Quand un corps tourne très vite sur lui-même, il s'aplatit au pôle et se bombe à l'équateur pour donner une espèce de ballon de rugby géant. C'est légèrement le cas avec Saturne, qui tourne très vite sur elle-même, et c'est totalement le cas avec la planète mineure 2003 EL61, qui tourne sur elle-même en moins de 4 heures. Si jamais la rotation d'un corps céleste est trop rapide pour sa taille, alors une partie de sa masse peut se disloquer pour se retrouver ensuite en orbite. Lors de la formation du système solaire, la Terre tournait très vite sur elle-même. Il est donc fort probable qu'un bout de Terre se soit déchiré pour former ensuite la Lune. Seulement, pour réussir ça, faut tourner vachement vite quand même. Et les estimations les plus précises ne montrent pas une rotation de la Terre aussi rapide. Arrive maintenant la troisième grosse hypothèse, celle que vous connaissez tous, celle de l'impacteur géant. Quelques dizaines de millions d'années après la formation de notre planète, cette dernière aurait pu entrer en collision avec un planétoïde de la taille de Mars qui aurait pu se trouver sur la même orbite que la Terre. Intéressant. À votre avis, ça ne vous rappelle rien ? Il y a quelque temps, j'ai parlé de la théorie de l'anti-Terre, une curiosité astrodynamique sur une hypothétique objet céleste qui tournerait à l'opposé de la Terre par rapport au Soleil et sur la même orbite. J'avais expliqué que l'existence d'une anti-Terre était impossible, sans que les deux corps ne se percutent à cause des perturbations gravitationnelles. Le planétoïde qui a percuté la Terre aurait pu se trouver sur la même orbite qu'elle avant une collision avec celle-ci. Cet impacteur, vous connaissez son nom, c'est Theia. Theia aurait percuté notre planète bleue, qui n'était pas bleue à l'époque, mais bon, on s'en fout, et qui aurait éjecté une partie du manteau terrestre dans l'espace. Et là, nous allons ressortir notre masse volumique de la Lune, qui, je le rappelle, est moins dense que celle de la Terre en général. Dans les années 1990, des astrophysiciens ont réalisé des simulations informatiques de la collision entre la Terre et l'impacteur Theia. Et devinez quoi ? La partie qui aurait été éjectée de la Terre, dans le manteau terrestre, aurait la même composition chimique que la Lune à l'heure actuelle. Et comme la Lune, le manteau terrestre possède une faible masse volumique et donc moins de fer. Et c'est pour ça qu'à ce jour, l'hypothèse de l'impact géant est pour l'instant l'explication la plus crédible quant à l'origine de notre satellite. Cependant, il ne faut pas prendre ça comme une vérité indéniable comme je l'ai dit au début de la vidéo. Contrairement à certains vieux qui essayeraient de vous faire croire qu'il est possible de voyager dans le temps avec une DeLorean et du plutonium, nous sommes incapables de voir précisément de nos propres yeux le passé de la Lune et de la Terre. Mais c'est encore aujourd'hui l'explication la plus logique. C'est pour ça qu'il est important de rappeler que l'origine de la Terre et de la Lune, c'est pas une science exacte. Cet épisode est à présent terminé, en espérant qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mes vidéos et à mettre des pouces bleus si mon travail vous plaît. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux épisodes. N'hésitez pas à lever les yeux au ciel pour regarder la Lune, c'est très important. Et vous constaterez aussi le silence éternel de ces espaces infinis. Allez, à bientôt!